Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir un classique de Bali. C'est tout de suite sur Balzac We Ghost. Harlem Globetrotters on Tour, produit par Bali en septembre 1979, juste après le Paragon et juste avant le Dolly Parton. Le thème est le basketball, plus exactement l'équipe de basket, très populaire à l'époque et originaire de Chicago. Chicago précisément là où était concentrée presque toute l'industrie du flipper. Le Harlem est un flipper qui a rapidement rencontré le succès, il est très connu et pour cause, il s'agit d'un très bon jeu. L'exemplaire présenté ici a été restauré et on peut noter que les ampoules d'origine ont été intégralement remplacées par des LED. Pour jouer, le Harlem propose 3 flippers, une série de 5 cibles fixes alignées sur le côté gauche, une cible en retrait sur le côté droit, une série de 4 cibles tombantes en ligne, placées dans le couloir droit donnant accès à un kick-out. Puis un deuxième kick-out en position centrale, tout en haut du plateau. 3 bumpers placés de manière symétrique. Une petite porte en couloir extérieur droit. 3 spinners, dont 2 placés au centre. Et le troisième dans le couloir gauche. Dans la caisse, c'est assez vide, on voit le knocker à droite, le haut-parleur au centre dans le fond, et comme d'habitude, sur le flanc gauche, les mécanismes de tilt. Observons en dessous du plateau, nous voyons les 3 mécanismes des flippers, avec leur fin de course, leur bobine, et notamment le condensateur qui a été rajouté pour éviter les arcs électriques sur les fins de course, un 2,2 microfarad. Sur le côté gauche, on peut apercevoir le mécanisme de la petite porte, avec sa petite bobine, et une lame de switch, qui n'est pas exactement un switch, qui a le rôle ici de ressort. Ici sur le côté droit, on observe les 5 cibles fixes, rien de particulier, si ce n'est qu'il y a un petit condensateur qui était placé en parallèle sur les contacts des cibles, et ce condensateur a pour rôle de renforcer l'impulsion donnée lorsque la bille frappe la cible. À présent, nous voyons les 3 switches des spinners. Le mouvement rotatif du spinner est transformé grâce à la petite came sur son axe, un mouvement de translation qui va venir successivement fermer et ouvrir le contact correspondant. Un peu plus haut sur le plateau, il y a les 3 bumpers avec leur mécanisme. Et enfin, on retrouve les 2 kick-out avec leur bobine et également leur mécanisme. Explorons à présent l'intérieur du fronton. Alors à noter que sur cette génération de flippers, les afficheurs sont à 6 chiffres. L'électronique sur ce modèle est relativement simple. Ici, on est en présence de 5 cartes. Une toute petite carte avec les pompes diodes pour le redressement des différentes tensions électriques au-dessus du transformateur à droite. En haut à gauche, nous avons bien sûr la carte mère. En haut à droite, il s'agit de la carte de régulation et également de commande de bobine. En bas à gauche, c'est la carte driver pour les lampes. Et enfin, la carte moyenne, ici, c'est tout simplement la carte son.
Dans le coin inférieur droit du fronton, nous avons le transformateur avec la tension de secteur au primaire, et au secondaire, nous avons à disposition 5 sorties différentes, et ces tensions électriques, certaines d'entre elles seront redressées sur la carte de redressement ici. La carte de redressement a été restaurée, et c'est la raison pour laquelle nous avons les 3 ponts de diode de ce côté-ci de la carte. D'origine, ils sont de l'autre côté et plus petits. Il a fallu également changer le positionnement de la résistance R2 de 25 ohms de 5 watts qui a été déplacée et soudée de l'autre côté pour faire de la place. Les différentes tensions électriques qui sortent du transformateur arrivent ici et seront donc redressées par les ponts de diode. Les 7,8 volts seront redressés par le pont de diode BR1 et destinés à l'éclairage commandé, les inserts, la signalisation, etc. Ce circuit est protégé par F1 avec un fusible de 10 A. Les 12 volts, eux, seront redressés par le pont de diode BR2 et ce sera destiné à générer un 5 volts parfaitement linéaire et régulé pour l'alimentation des cartes dans le fronton. Ce circuit est protégé par F3 d'une valeur de 4 A. Les 49 volts alternatifs, eux, seront redressés par le pont de diode BR3 et il s'agira du réseau de bobines protégé par le fusible F4 de 5 A. Et puis enfin, la tension de 173 volts alternative, quant à elle, elle est redressée par un pont composé de 4 diodes également, et cette tension élevée est destinée pour les afficheurs. En F5, on a un fusible de 20 A qui protège le réseau de l'éclairage général, et en F6, un fusible temporisé de 3 A pour la protection du primaire du transformateur. Pour une bonne restauration, je vous conseille de changer les 3 connecteurs J1, J2 et J3. Ils sont en effet très importants car la quasi-totalité des tensions électriques passe par ici. A noter que J3 d'origine est en 2 parties et que j'ai fait le choix de mettre un unique connecteur à 20 voies. La carte solénoïde régulation, c'est une carte qui a 2 rôles. Le premier est de gérer les circuits puissance des bobines et le deuxième est de réguler les tensions électriques, celle du 5 volts avec le régulateur Q20 qui est monté sur son échangeur thermique. En amont de ce circuit, on a C23, le condensateur de 11 700 microfarads. Sur la partie supérieure gauche, on a toute la régulation du 190 volts destiné aux afficheurs avec un potentiomètre de 25 kΩ pour ajuster cette fameuse tension électrique élevée. Et si vous voulez prolonger la durée de vie des afficheurs, vous pouvez très bien diminuer cette tension électrique jusque 170 volts, ça fonctionne parfaitement. C26 en 160 microfarads, 350 volts, peut lui aussi être remplacé par un nouveau condensateur pour une bonne restauration. A noter que le circuit de haute tension de 190 volts est protégé par un fusible ici caché juste à côté du condensateur et que si vous installez des afficheurs à LED sur le flipper, il est plutôt conseillé d'enlever ce fusible. La carte mère avec son processeur 6800 en U9 et le microprocesseur PIA 6820 en U11, tous deux indispensables pour le démarrage de la carte. Et puis un autre microprocesseur PIA 6820 en U10. Nous avons ici la RAM qui est une CMOS, une 5101 en U8. En U1, U2 et U6, nous avons ici les PROM du jeu qui généralement sont des 2716 ou des 2532. Le problème classique rencontré sur cette carte est la batterie d'origine qui a coulé, oxydé et détruit parfois les pistes des cartes et il est préférable pour une bonne restauration de la remplacer par notamment une pile au lithium comme ici.
Pour la programmation du jeu, nous avons une série de deep switch, sans oublier le bouton poussoir qui est placé derrière la porte où il y a les monnayeurs. Et nous avons également un bouton poussoir ici de reset qui permet d'effacer notamment les hauts scores. Une petite LED est également présente sur la carte mère qui va permettre d'identifier les éventuels problèmes dans la séquence de boot. La carte driver, qui est une carte simple dont la gestion est assurée par le décodage des 4 circuits ici, qui vont commander les thyristors, les MCR 106, ainsi que les transistors, les 2N5060, qui bien sûr peuvent être remplacés par des 2N5064. Voici à présent la carte son, avec ses condensateurs électrochimiques qu'il est préférable de changer. Les sons sur cette carte sont générés plutôt sur la partie haute de la carte et l'étage d'amplification sur la partie basse, avec ici notamment un composant classique, l'ampli LM380. En U3, nous avons les sons du jeu qui sont stockés dans une PROM 72951. En bas, nous avons 2 potentiomètres. RT2, le potentiomètre qui va régler le niveau de sustain. Alors qu'est-ce que le sustain ? Eh bien, c'est le maintien de la note dans le temps. Et en RT3, tout simplement, le volume sonore. Tout comme sur le Knight Rider ou le Power Play, on a un kick-out central en haut du plateau, ici. Et pour obtenir les lettres G, L, O, B et E, eh bien, il va falloir aller dans le kick-out au moment où la lettre correspondante s'allume. Ça, c'est le mode aléatoire, et ça, c'est paramétrable dans le jeu. Alors, sur ce plateau, il y a une cible qui est cruciale, qui est importante, c'est la cible rouge fixe à droite, qui permet d'ouvrir la petite porte, voilà, comme on vient de le faire. Elle permet également d'avoir l'extra balle ou le spécial. Alors une particularité sur ce jeu, ce sont les 2 flippers de gauche jumelés, et parfois c'est assez traître, on perd la bille entre les deux. D'autre part, on ne peut pas bloquer la bille sur le flipper du bas pour aller viser les cibles tombantes dans le couloir à droite. C'est intéressant puisque ça vient compliquer un petit peu le jeu et le rendre un peu plus difficile. Alors les cibles tombantes en ligne, c'était une grande nouveauté à cette époque sur les flippers. La première fois qu'on avait découvert ça, c'était sur le flipper qui a été produit juste avant, le Paragon. Et je dois dire que ça, c'est une invention géniale. C'est d'ailleurs ce qui fait le grand intérêt de beaucoup des balis de cette génération-là. Là ici, la série des cibles tombantes a été associée avec un couloir et un kick-out, donc ce qui rend encore plus intéressant les cibles en ligne. Donc à chaque fois qu'on abat une cible en ligne, on va augmenter le multiplicateur x2, x3, x5, et ensuite on va pouvoir avoir accès donc au kick-out tout en haut du couloir. Alors pour obtenir l'extra balle, eh bien, il faut soit avoir les 4 cibles tombantes, ou soit les 5 cibles fixes à gauche. Alors autant dire que quand on va dans le kick-out en haut du couloir à droite, ça rapporte des points, en l'occurrence 25 000 points. Là on vient d'obtenir les 5 lettres de globe avec le kick-out central. Et donc le spécial est allumé, où il y a la fameuse cible rouge. Voilà, on va claquer une partie. Alors à chaque fois qu'on abat une cible tombante à droite, on va augmenter la valeur des points du spinner gauche, dont la valeur de points est extrêmement faible au départ, mais qui va monter, et là c'est le cas, jusque 2000 points, et là, pour le coup, les points vont vite s'enchaîner.
En ce qui concerne les bumpers, eh bien, il y a deux modes différents, suivant si c'est un jeu paramétré en 3 billes ou en 5 billes. Ici, on est en 3 billes et les 3 bumpers sont constamment allumés et donnent la même valeur de points. Ce qui n'est pas le cas en 5 billes, où ils vont s'allumer alternativement, les deux du haut et celui du bas. Les deux spinners au centre du plateau vont donner des valeurs différentes de points, suivant si ils sont allumés ou pas. On voit avec les inserts jaunes en dessous. Et s'ils donnent des bonus supplémentaires, ils seront additionnés et affichés en bas du plateau. Conclusion, c'est un bon petit flipper avec lequel on s'amuse bien. C'est un flipper qui est addictif. Lorsqu'on commence à jouer avec, on est souvent parti pour un sacré bout de temps parce qu'on n'a pas envie d'arrêter. Bien, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!